Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Merci de nous retrouver en cette nouvelle année pour un nouveau numéro de Nouvelle Ère. En ce mois de janvier, une nouvelle thématique que nous allons aborder, celle des enjeux environnementaux en milieu rural et comment, plus particulièrement, les agriculteurs, acteurs majeurs de ce territoire rural, peuvent apporter des solutions à ces enjeux environnementaux. Comme chaque mois, vous en avez pris l'habitude, des invités que je m'en vais rejoindre de ce pas pendant que vous regardez le sommaire en images de l'émission. L'idée est de pouvoir valoriser tous les effluents que nous avons présents sur l'exploitation et des exploitations voisines qui sont ensuite traités en méthanisation, c'est-à-dire incorporés dans les fermenteurs. L'image toute simple, c'est la cocotte tout simplement. C'est une grande marmite chauffée à 40 degrés où la fermentation se produit, c'est remet régulièrement sur des cycles et là il y a une production de biogaz qui sera ensuite valorisée soit en électricité ou en biométhane. Entre novembre et mars, c'est la pleine période. Les chantiers de préparation de sol s'enchaînent afin que les plantations se fassent dans les meilleures conditions. Il faudra ensuite procéder à la protection des jeunes arbres contre le gibier et au paillage du sol, mais notre technicien bocager ne se plaint pas d'avoir beaucoup de travail. Aujourd'hui, quasiment 100% de mes projets, de ma campagne de plantation, ce sont des projets qui se sont construits par souhait de l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui est venu et qui m'a contacté en me disant « j'aimerais planter, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Damien Hervé s'associe au projet de méthanisation dès le départ. À l'époque, c'est une aubaine pour ce maraîcher bio qui cherche justement un moyen éco-responsable de chauffer ses serres. Aujourd'hui, il peut gagner jusqu'à 10 degrés par rapport à l'extérieur sans utiliser de chauffage classique. Je valorise le déchet du déchet. Le déchet qui rentre dans le méthaniseur et moi le déchet que je récupère du moteur. La chlorelle, une microalgue unicellulaire de quelques microns, donc celle-ci doit faire entre 3 et 4 maximum. Une microalgue sortie des laboratoires pour être cultivée à l'échelle industrielle, 24 heures sur 24 dans ces kilomètres de tubes. Une partie sert de boisson pour les humains, mais c'est en agriculture qu'elle a révélé tout son potentiel. Voilà pour ce sommaire. Bonjour Jean-Marc Esnault. Bonjour. Merci de nous accueillir une nouvelle fois ici à The Land. Alors, on va revenir sur le choix de notre thématique, les enjeux environnementaux en milieu rural. Déjà, un mot peut-être de l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique. On a quelques chiffres, je crois. Oui, alors le réchauffement climatique s'explique par l'émission de gaz à effet de serre. 20% aujourd'hui des gaz à effet de serre proviennent effectivement des activités agricoles, ce qui est comparable à d'autres secteurs d'activité, l'industrie par exemple, le secteur de l'habitat et de l'immobilier également, et puis plus fortement le secteur des transports contribue lui pour 26% des gaz à effet de serre. Les agriculteurs qui sont, c'est assez récent, souvent montrés du doigt pour des pratiques peut-être peu vertueuses par rapport à l'environnement. On appelle ça l'agri-bashing. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons de cette polarisation ? Alors je pense qu'il y a eu une vraie évolution dans les mentalités. Pour vous donner là aussi quelques éléments chiffrés de référence, l'environnement aujourd'hui c'est une question, un enjeu qui est admis, qui concerne tout le monde et on ne se pose plus de questions sur la nécessité ou non de revoir nos pratiques. Aux élections présidentielles de 1974, le mouvement écologique avait fait au premier tour un score de 1,3%. Aujourd'hui, tous les partis politiques parlent d'environnement et on voit bien que les mentalités ont changé. La difficulté pour le secteur agricole, c'est de suivre cette évolution qui s'est faite quand même très rapidement. Avant les années 90, la question environnementale était presque secondaire et n'avait pas la même place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'opinion publique. Pour autant, on voit les choses évoluer aussi de manière très significative. En Bretagne, par exemple, on a aujourd'hui 3500 fermes qui sont des fermes dites bio et avec une augmentation annuelle de 200 à 300 fermes bio chaque année. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut évoquer le rôle des agriculteurs et de l'agriculture ? Qu'est-ce qu'ils pourraient jouer comme rôle justement dans la préservation de l'environnement ?
Moi, je crois profondément que le métier d'agriculteur va énormément évoluer au cours des 10-20 ans à venir. L'agriculteur de tout temps, ça a été un producteur, ça le sera encore évidemment demain, dans un contexte où la population mondiale est appelée à croître de manière très très sensible. Aujourd'hui, la planète, c'est 7 milliards d'habitants. On annonce dans quelques années 10 milliards d'habitants sur cette planète-là, donc il faudra toujours continuer à produire et produire en volume, en quantité suffisante pour nourrir cette population. Au-delà de cette activité de production, je crois que demain, l'agriculteur aura un rôle important à jouer sur l'environnement pour préserver notre patrimoine paysager, pour préserver la biodiversité, la faune et la flore. Ce sera aussi un agriculteur demain qui sans doute travaillera pour les énergies renouvelables. Et puis voilà, ce sera sans doute un métier aussi qui connaîtra de profondes mutations pour participer du captage du CO2. Le réchauffement climatique, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre et puis c'est aussi contribuer au captage du CO2. Tout ça, on va l'aborder au cours de l'émission. Alors Jean-Marc, petite spécificité ce mois-ci, notre grand témoin ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Jean Jouzel. Est-ce qu'on le présente encore, ce breton qui est effectivement bien connu? Il est originaire du côté de Janzé. Vous êtes allé le rencontrer à Paris, à son domicile. On va écouter quelques extraits et on commence par celui-ci où il nous parle un petit peu de sa réflexion sur le réchauffement climatique en Bretagne et de ses impacts sur le monde agricole. Regardons à horizon de 30 ans. Dans une région comme la Bretagne, même si on ne prévoit pas que les précipitations vont beaucoup se modifier, par contre l'évaporation va augmenter et il y aura moins de disponibilité en eau en surface. Le débit des rivières bretonnes va diminuer de 10, 20, 30, 40%. Et donc il nous faut déjà réfléchir collectivement à ce que pourrait devenir l'agriculture bretonne dans une trentaine d'années. Donc il y a cette nécessité d'adaptation. Et on sent déjà... l'agriculture bretonne ne souffre pas pour le moment trop du réchauffement climatique. Disons, les grandes sécheresses n'ont pas... Il y a eu des sécheresses assez importantes sur l'Est et le Nord de la France au cours des 4 dernières années. La Bretagne en a moins souffert que d'autres. Ça sera toujours le cas, mais il faut quand même être aussi extrêmement attentif à la disponibilité en eau. Et il faut réfléchir à une adaptation, disons, bien en amont, du réchauffement climatique. Et on prendra forcément 1 degré supplémentaire d'ici 2050 et disons on aura moins d'eau disponible en surface et il faut réfléchir à l'adaptation des cultures en Bretagne. Mais il y a aussi de façon très importante, et ça me tient à cœur à chaque fois, il y a aussi des opportunités pour le monde agricole, pour les territoires en général, dans la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. J'en citerai 2 ou 3, au moins 2 qui... D'abord, quand on regarde le développement des énergies renouvelables, parce qu'évidemment, réussir une transition énergétique, c'est donner de plus en plus de place aux renouvelables. Alors, il y a certaines régions, il y a aussi il y aura probablement une part du nucléaire qui restera en France, d'ailleurs c'est indiqué dans la loi, à horizon 2050, on n'aura pas plus de 50% de notre électricité produite à partir du nucléaire, donc ça laisse une grande place pour le renouvelable. Et évidemment, le renouvelable, c'est quand même largement, ça reste la biomasse, donc il y a des utilisations de la biomasse soit de façon directe, soit d'une autre façon, par exemple avec la méthanisation, donc bien sûr plutôt des déchets. Mais quand on regarde le développement aussi bien de l'éolien que du solaire, eh bien, il y a quand même... il faut des espaces, il faut des surfaces et je crois que c'est une chance, mais en Bretagne en tout cas, les surfaces agricoles, les territoires sont encore beaucoup, la propriété, ou tout moins pour une part, du monde agricole ou du monde périphérique, mais enfin, ce sont il n'y a pas, comme dans certains pays où les Chinois viennent acheter les terres, nous ne sommes pas là heureusement. Donc ce contrôle des terres agricoles donne aussi un potentiel de développement. La meilleure façon d'assurer un développement harmonieux d'un secteur d'activité, c'est de ne pas nier le réchauffement climatique, mais tout au contraire, d'en prendre la mesure et de l'intégrer à sa dynamique de développement, à la nécessité d'adaptation également. Donc c'est ça, si j'ai un message à donner, je ne souhaite pas de trop donner de message, mais si j'ai quelque chose à partager avec le monde agricole, c'est cette nécessité de prendre en compte dans son modèle de développement
cette réalité du réchauffement climatique qui va se poursuivre et qui va avoir des conséquences même en Bretagne. Voilà, être conscient, faire preuve de résilience, un mot à la mode, mais qui est visiblement indispensable pour faire face à la situation. Vous l'avez aussi interrogé, Jean-Marc, sur la pratique du métier d'agriculteur. On l'écoute et on en reparle tout de suite après. Les fermes d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec la ferme de ma jeunesse, même si ce n'est pas beaucoup le cas pour celle où je suis né, qui reste un peu sur le même modèle. Mon frère n'a pas, disons, à garder ce modèle de ferme familiale. Mais oui, bon, il y a beaucoup d'autres raisons. On voit bien que le monde agricole évolue aussi. Le numérique prend de plus en plus de place. Il n'y a pas que l'effet de serre dans l'évolution des sociétés. Mais il y a aussi, dans cette évolution, un autre, bien sûr, il y a une évolution qui est quand même vers la qualité, on voit bien qu'il y a, y compris en Bretagne, de plus en plus d'agriculture bio. Je pense que c'est bien, mais il y a aussi une autre dimension qui prend de plus en plus de place, c'est dans les circuits de distribution, c'est-à-dire cette appétence pour beaucoup de gens des villes, d'avoir accès à des circuits courts. Donc voilà, donc le monde agricole change à la fois dans ses méthodes de production, mais aussi c'est beaucoup plus large. Disons, la distribution des produits agricoles sera peut-être modifiée également autour des métropoles. En tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi une culture d'exportation en Bretagne qui restera peut-être, mais on verra comment. Mais dans un monde où il y aura probablement 10 milliards d'habitants, ou 9 ou 10 en 2050, c'est vrai qu'il y aura probablement besoin de continuer à nourrir la planète aussi. Donc c'est ça, il faut trouver cet équilibre. Mais il y a aussi probablement, je ne dis pas que cette exportation n'existera plus, mais il y a aussi probablement un retour vers des circuits beaucoup plus courts, qui seront aussi une des caractéristiques, qui pourraient être une des caractéristiques du monde agricole, de ces circuits de distribution dans les prochaines décennies. Jean-Marc Esnault, rapidement, un complément par rapport à ce qu'a dit Jean Jouzel sur ce métier d'agriculteur ? Alors Jean Jouzel parle beaucoup des circuits courts, et effectivement c'est un vrai enjeu. Il faut peut-être rappeler que la plupart des métropoles aujourd'hui n'ont que quelques jours d'autonomie alimentaire. Et pour faire face à cette problématique-là, il est nécessaire effectivement qu'il y ait un lien plus fort entre agriculteurs et métropoles sur des territoires relativement limités, de façon à ce que cette distribution puisse se faire à proximité immédiate des consommateurs. Alors un métier qui se transforme, des enjeux économiques aussi pour les agriculteurs. On va en parler avec nos invités tout à l'heure, mais on écoute Jean Jouzel sur la question du piégeage du carbone. Vous allez voir. Il me semble tout à fait souhaitable et évident que, disons, s'il y avait un cercle vertueux qui s'établissait avec du stockage à long terme du carbone dans les sols, ce devrait être rétribué. Disons, la difficulté actuellement, ce sur quoi on bute, c'est que ce ne pourrait être, je pense, rétribué qu'à partir du moment où il y a des ressources, par exemple sur une taxe carbone au niveau mondial. Donc il faut une dynamique, effectivement, il faut un modèle économique qui fasse que, oui, les gestes vertueux par rapport à l'environnement puissent être rétribués. Bon, donc en particulier pour ce qui concerne plus directement les aspects climatiques, le stockage du carbone, je pense que disons, un véritable développement passe par une rétribution. D'ailleurs, c'est évoqué assez régulièrement du stockage du carbone. Bien sûr, il y a d'autres rétributions. Il faut aussi que tout ce qui concerne le renouvelable soit correct, et c'est le cas actuellement, soit correctement rétribué, parce que disons, ce sont aussi des investissements, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir dans les énergies renouvelables sur des territoires comme le nôtre. En Bretagne, on a quand même très peu on reste, disons, une région, je crois, où à peu près on ne doit pas produire peut-être entre 10 et 15% alors de l'électricité qu'on utilise. Donc ça nous amène à nous interroger. Donc il faut quand même aussi développer, je pense, participer à cette production d'électricité à partir de renouvelables. En tout cas, il y a beaucoup de potentiel. Oui, des agriculteurs qui ont des contraintes économiques fortes, c'est une réalité, ça.
Le revenu des agriculteurs, on le sait, n'est pas très élevé. Si on veut faire évoluer le métier, comme je l'évoquais à l'instant, sur d'autres pans d'activité, et notamment sur des pans d'activité qui permettent de limiter les impacts environnementaux et de préserver notre patrimoine paysager, il faut demain qu'il y ait une rétribution en face. La rétribution, elle peut venir de contrats. On va parler aujourd'hui des PSE, des paiements de services environnementaux, mais il faut aussi avoir conscience que lorsque l'agriculteur travaille sur l'environnement, il travaille pour l'intérêt général. Et donc ça pose là un vrai souci parce qu'en face de son activité, il n'a pas forcément un consommateur pour payer. Jean-Marc Esnault, on remercie vraiment Jean Jouzel d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous, mais avant de rejoindre nos invités, je vous invite à regarder un premier reportage assez impressionnant, je dois dire, un projet entrepreneurial ambitieux qui est en train de voir le jour en Centre-Bretagne. Ça se passe du côté de Loudéac. Algae est venu poser son laboratoire de recherche et bientôt son site industriel. Les collaborations avec les agriculteurs du territoire sont de mise pour ce projet qui a envie de redonner un nouveau souffle à la terre. On regarde ce reportage. Derrière ces murs se trouve le laboratoire d'Algae. La société a posé ses valises près de Loudéac en 2014 et depuis plus de 23 brevets ont été déposés par René-Jean Guillard et ses équipes. Ici, on travaille entre autres sur la chlorelle. La chlorelle, une microalgue unicellulaire de quelques microns, donc celle-ci doit faire entre 3 et 4 maximum. Une microalgue sortie des laboratoires pour être cultivée à l'échelle industrielle, 24 heures sur 24 dans ces kilomètres de tubes. Une partie sert de boisson pour les humains, mais c'est en agriculture qu'elle a révélé tout son potentiel. Nos clients sont essentiellement des éleveurs, poules pondeuses, poulets de chair, porcins également, dans l'activité porcine. Des clients qui sont à la recherche du super aliment pour potentialiser leur nutrition industrielle. Les résultats sont au rendez-vous, notamment les baisses de produits végétaux. Et puis également en culture, également pour le traitement des cultures. Là on est sur vraiment le remplaçant des produits phyto à l'avenir, une vraie alternative. Au laboratoire, des chercheurs et des ingénieurs étudient aussi les lombrics. Essenia fétida, je vous le présente. Dit le ver californien. Ou le ver rouge du fumier, comme vous voulez. Ce ver de terre est un maillon indispensable pour la biologie du sol. On développe donc dans ces grands bacs le lombricompostage. Donc l'objectif, on va dire vraiment de cette lombriculture, lombricompostage, c'est de transformer des produits qui auparavant étaient des matières organiques, on va dire même nocives, inadaptées au sol, dans un produit qui est vraiment bénéfique, en matière organique saine, des l'humus, du carbone et toute une biodiversité des micro-organismes qui va être très importante pour la qualité des sols et des cultures. Il est grand temps aujourd'hui d'étudier l'agrologie en fait. Être agrologique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est indispensable, un retour indispensable pour l'agriculture de demain. Fils et petit-fils de maraîchers nantais, René-Jean Guillard a fait grincer quelques dents à son arrivée. Mais ses collaborations avec des technopoles et des acteurs des filières professionnelles agricoles ont prouvé l'efficience de ses produits et il croit dur comme fer à la boucle vertueuse de son modèle. L'économie circulaire, comme on l'entend chez Algae, si vous voulez, c'est d'utiliser des technologies déjà existantes, on ne fait qu'empiler des briques, mais qui permettent de revenir au point de départ, à savoir le territoire, l'agriculteur. Tout le défi d'Algae se joue aujourd'hui autour de son site industriel. Bienvenue à Plougna et le site de 32 hectares qui va donc faire en version démultipliée ce qu'on a vu tout à l'heure à Trévé. Le premier des 3 méthaniseurs, point de départ du système, entrera en fonction au printemps et 20 agriculteurs ont déjà contractualisé pour le fournir en effluent. Et si la chlorelle est déjà produite ici, il faudra attendre la fin de l'été pour que la première partie du site soit opérationnelle. Je vous présente maintenant nos invités. Philippe Desnaud, bonjour,
Karine Chassé, bonjour à vous. Je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. Vous êtes agricultrice installée depuis 95 sur la commune de Piré-sur-Sèche, c'est au sud-ouest de Rennes, entre Château-Giron et Janzé. Vous êtes productrice de lait avec votre compagnon. Votre exploitation, elle a beaucoup évolué et je crois qu'elle évolue encore aujourd'hui au gré de la conjoncture, mais aussi surtout de vos convictions. Et peut-être qu'on peut parler du passage en bio, c'était il y a déjà 10 ans. Comment c'est venu, Karine ? Oui, effectivement, ça date déjà un petit peu, ça fait 11 ans exactement qu'on est passé à l'agriculture biologique. En fait, à la fin des années 2000, si on se souvient bien, il y avait une crise laitière qui a impacté assez fortement le monde agricole. Et donc, à cette époque, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis partie faire le tour du monde en étudiant les grands bassins laitiers et de savoir quelles étaient les attentes des consommateurs en termes de produits laitiers, sous quelle forme. Et quand je me suis rendu compte que la demande était essentiellement en Asie parce que les modes de consommation évoluaient vers les consommations qu'on peut trouver dans le monde occidental et que ce lait venait essentiellement de Nouvelle-Zélande ou d'Europe, ça n'a fait qu'un tour et je me suis dit, et moi tous les matins, est-ce que je traite véritablement des vaches pour que le lait aille être distribué à l'autre bout du monde. Donc j'ai une réelle prise de conscience de mon impact sur l'économie locale, sur l'environnement et tout naturellement l'agriculture biologique a trouvé sa place dans mon cheminement. Voilà. 2 ans de conversion et donc depuis tout se passe bien, mais aujourd'hui vous réfléchissez à diminuer la part de l'élevage dans l'exploitation pour vous consacrer plutôt à des cultures et pas n'importe lesquelles. Alors effectivement, tout comme la réflexion sur un changement vers l'agriculture biologique, en fait, je suis assez attentive au changement des modèles de consommation. Et quand on regarde les jeunes générations et l'ensemble des attentes des consommateurs, on se rend compte qu'il y a une véritable demande vers les produits plus végétaux. Donc, une remise en question par rapport à mon cœur de métier qui est de produire un produit issu des animaux. Voilà. Donc là, vous réfléchissez par exemple à mettre du blé meunier pour le fournir après à des boulangers. Alors c'est déjà mis en place sur l'exploitation, mais effectivement, on va s'orienter vers des cultures à valorisation directement pour de l'alimentation humaine, c'est-à-dire qu'on va réduire un maillon de la chaîne de la transformation alimentaire pour être beaucoup plus efficient sur la production que nos sols peuvent fournir à destination de l'alimentation pour l'homme. Philippe Desnaux, à côté de vous, vous êtes un jeune retraité, je peux le dire, mais vous avez œuvré pendant 26 ans dans l'association TRAM en tant que délégué régional pour l'Ouest. Un petit mot peut-être de TRAM, qui est une association dont les missions sont lesquelles ? Alors, c'est un centre de ressources, le développement agricole, qui accompagne le changement dans l'agriculture, le changement vers l'agroécologie, en s'appuyant sur les collectifs, l'échange entre pairs, entre agriculteurs. Je peux donner un exemple. Très bien. Par exemple, il y a des groupes santé du troupeau où des agricultrices comme Karine et des agriculteurs vont échanger sur des techniques alternatives aux antibiotiques ou alternatives aux questions de santé habituelles pour utiliser des médecines plus naturelles de type homéopathie et puis la question de l'alimentation. Avoir des prairies, par exemple, qui sont des prairies pharmacies avec des plantes, qui peuvent soigner, grande variété de plantes qui vont soigner les vaches. On va parler dans un instant des PSE, des paiements pour services environnementaux, mais juste avant ça, Philippe Desnaux, on a entendu Jean Jouzel parler de tous ces changements climatiques. Est-ce que, selon vous, on est dans une période charnière pour l'agriculture en Bretagne ? Alors, on est souvent dans des périodes charnières, mais celle-ci, elle est quand même particulière. Elle est particulière parce que, donc, pour reprendre le propos de Jean Jouzel, changement climatique, ça nous impacte, c'est quelque chose de fort. Et changement climatique, ça entraîne une perturbation des écosystèmes. Et la perturbation des écosystèmes, ça entraîne des conséquences pour les habitants des territoires.
un exemple, la facture de potabilisation de l'eau. Notre facture d'eau augmente, donc on paye la potabilisation de l'eau. Un autre exemple, les inondations. Il y a des inondations qui vont causer des dégâts sérieux dans les habitations, qui vont causer des dépenses pour les assurances. Un autre exemple, les canicules, qui ont un impact santé, un impact de vie. Un autre exemple, c'est peut-être le paysage aussi, la qualité de vie du paysage, ou témoignage des chasseurs. Des chasseurs dans les Côtes d'Armor qui récemment me disaient on se balade le dimanche, on ne trouve pas de vie dans les champs. Parce qu'il n'y a pas assez de haies, il n'y a plus de gibier. Donc, vous voyez, voilà un peu le contexte qui fait que l'agriculture va être amenée à répondre, ou en tous les cas, elle a une opportunité, elle a un ensemble d'opportunités à saisir par rapport à ce changement. Et on va voir comment ça peut se concrétiser, notamment avec ces paiements pour services environnementaux. Mais avant ça, on va regarder notre premier reportage. Il s'agit de la chronique de notre partenaire Serre France qui accompagne de plus en plus de clients agriculteurs vers des projets de méthanisation. En effet, l'utilisation des déchets naturels pour créer de l'énergie est de plus en plus répandue dans les campagnes. Juliana s'est rendue sur une exploitation à Saintré, une exploitation vache laitière, pour nous faire découvrir les coulisses de cette méthanisation. Nous allons découvrir la technique de la méthanisation. Nous sommes dans l'exploitation de Denis Le Marchand. Et saviez-vous, ces vaches, elles produisent non seulement de lait, mais aussi du gaz qui arrive chez vous. Ici, ce sont presque 800 logements qui bénéficient du biogaz à Saintré et aux alentours. L'idée est de pouvoir valoriser tous les effluents que nous avons présents sur l'exploitation et des exploitations voisines qui sont ensuite traités en méthanisation, c'est-à-dire incorporés dans les fermenteurs. L'image toute simple, c'est la cocotte tout simplement. C'est une grande marmite chauffée à 40 degrés où la fermentation se produit, c'est remet régulièrement sur des cycles et là il y a une production de biogaz qui sera ensuite valorisée soit en électricité ou en biométhane. Au sein de Serre France, vous voyez peut-être de plus en plus d'exploitations d'agriculteurs qui se tournent vers des nouvelles technologies. On a effectivement des outils agricoles qui fonctionnent bien. Il y a un certain nombre de filières, dont la filière énergie, qui bénéficie de cet engouement-là et se développe petit à petit sur les exploitations agricoles. C'est aussi le cas, par exemple, de la vente directe. Et vous êtes plusieurs agriculteurs autour de cet outil ici aujourd'hui. Comment c'est venu de se partager en fait ce travail commun ? Moi j'aime le travail de groupe, donc on est déjà nous sur la SCEA 4 associés. C'est une société à part entière où tout le monde est partenaire, c'est-à-dire qu'il y a un lieu on va dire commun, donc c'est le traitement de nos effluents et chacun garde sa propre exploitation de son côté. Quel est le bilan que vous en tirez de cette expérience ? J'ai envie de dire que du positif. Nous au sein de l'exploitation ça nous a redonné une dynamique de développement tout simplement. Et une bouffée d'oxygène financière, il faut être honnête. On s'éloigne un peu du climat morose des productions animales. Et à côté de ça, la deuxième installation permet d'avoir vraiment un travail collectif avec des voisins et je trouve ça très enrichissant. L'avantage, nous, c'est les digestats qui sont épandus, on ne produit plus d'odeur. Donc ça, c'est le gros point positif. On a un produit homogène qui nous permet de valoriser nos cultures. L'agriculteur, c'est un métier de passion où on était à la base passionné pour produire le lait, les œufs, etc. pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est aussi passionné pour produire l'énergie des habitants, Est-ce que vous, dans votre métier, ça a changé quelque chose ? Il a fallu devenir expert dans ce domaine également ? Oui, tout à fait. En fait, on doit suivre ces évolutions et les accompagner. Donc, on a des métiers où on est animé par cette curiosité et cette envie de développer aussi. Donc, ça nous a amené effectivement à spécialiser certains interlocuteurs sur ces domaines. Vous aussi, vous êtes passionné de votre métier, non ? On est un petit peu comme nos exploitants. On a un vrai plaisir à faire cet accompagnement. Voilà pour ce projet de diversification, mais on l'a bien compris, qui est aussi finalement bénéfique pour les riverains de cette exploitation agricole, ce qui va nous amener finalement à parler de ces fameux PSE, paiements pour services environnementaux. Alors je ne vous cache pas, Philippe Desnaux, que je les ai découverts en préparant cette émission. Vous avez été chef de projet la PSE donc pour Tram. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Alors, d'un côté, en fait, pour qu'il y ait PSE, d'un côté, vous avez les agriculteurs.
comme Karine. Oui, parce que vous vous connaissez effectivement dans le cadre de ces donc, qui vont avoir des systèmes en agroécologie, hein, des systèmes qui vont améliorer les fonctionnalités des écosystèmes. Tout à l'heure, je disais, ils étaient perturbés. Eh bien, que ce soit en faisant des prairies permanentes, en travaillant le minimum le sol, en ayant des haies qui vont être un ensemble d'habitats pour la faune sauvage, etc. Donc ça, c'est des services que, du fait de l'agriculteur, du fait des changements qu'il introduit dans son exploitation, ça va être des services aux écosystèmes, mais les écosystèmes, eux, vont rendre des services aux habitants des territoires. Mais oui, bien sûr. Donc vont améliorer, parce qu'il va y avoir des habitats, on va retrouver de la vie, de la vie sauvage, on va retrouver un meilleur paysage, on va retrouver une meilleure qualité de l'eau, on va retrouver une régulation de la quantité d'eau. Et donc, de l'autre côté du contrat? Alors voilà, donc de l'autre côté, c'est les bénéficiaires de ces services environnementaux. Donc c'est les habitants, vous, moi, et puis la collectivité qui va représenter l'ensemble des habitants, et aussi des associations, type association de pêcheurs à la ligne, de chasseurs, et les entreprises. Les entreprises on a eu un témoignage tout à l'heure, mais les entreprises qui, elles, peuvent exercer leur responsabilité. La responsabilité sociétale des entreprises peut s'exercer sur le territoire au travers des paiements pour services environnementaux. D'accord. C'est une réflexion qui est assez nouvelle, alors qui a des fondements anciens, mais là, par exemple, le lab PSE de Tram, c'est assez récent comme réflexion? Oui, disons que ce lab-là qui travaille sur les PSE travaille à la création de l'idée du PSE, et donc pour expérimenter des contrats, mais c'est effectivement nouveau et il y a un ensemble d'obstacles à dépasser pour y arriver, parce que c'est une idée qui tout simplement n'existe pas. Alors déjà le fait que la nature est un bien commun, on est d'accord, l'air, l'eau, la vie, ce sont des biens communs, mais pour autant nous, on peut agir dessus. Donc nous, les agriculteurs, nous les habitants, les citoyens, on peut agir dessus. Et on peut, ce qui est certainement nouveau, c'est le fait qu'on puisse passer un contrat privé entre des acteurs, des habitants du territoire et les agriculteurs. Donc qui dit contrat privé dit qu'on n'est pas dans une obligation, on n'est pas dans une politique publique, et dit aussi qu'il va falloir mettre la main à la poche, il va falloir payer quelque part. Et c'est pour ça que c'est pas forcément simple. On va prendre un exemple très concret avec Karine, parce que vous, justement, sur votre exploitation, depuis quelques années, vous avez une frayère à brocher. Expliquez-nous comment c'est arrivé et ce qu'il advient de cette frayère aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une dizaine d'années à peu près, en relation avec la société de pêche locale, on était d'accord pour réaliser un petit aménagement hydraulique qui permet en fait de garder pendant toute la période de printemps un niveau d'eau suffisant pour que les brochets viennent pondre sur cette surface et ainsi offrir un espace d'eau réchauffée au développement des alevins. Qui après retourne à la rivière. Et après qui resserre à l'empoisonnement des rivières. Et qui fait le bonheur des pêcheurs du coup. Exactement. Et alors au début c'était un espace assez restreint. Voilà. Et de fil en aiguille et de fait que les prairies restent sous l'eau un peu plus longtemps que le cours normal du ruissellement de l'eau. La flore a complètement évolué sur ces prairies. Aujourd'hui, on est quasiment à 8-10 hectares de concernés par cette frayère de façon collatérale, puisque voilà, elle s'est étendue et vous pouvez plus l'exploiter à proprement parler pour vos animaux. D'où votre intérêt du coup pour les paiements, les paiements pour services environnementaux. Eh bien, effectivement, on peut donner de la valeur à de la terre agricole quand elle est située en périphérie de ville, parce que là, tout de suite, il y a un besoin immédiat d'habitat, d'urbanisation. Dans un autre sens, on pourrait aussi imaginer que des terres qui offrent un habitat, cette fois pas
aux humains, mais à la biodiversité, à la faune, à la flore, soit reconnue pour la valeur qu'elle représente. Et peut-être que ces espaces-là seront vitaux pour les générations futures, si on n'en prend pas soin dès aujourd'hui. On va compléter tout ça avec les freins, notamment que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut que ça rentre dans les esprits, cette histoire de payer pour avoir des services environnementaux. Jean-Marc, juste un point. À l'école, ici à Zeeland, on s'en est saisi de cette question des PSE. Oui, on parlait à l'instant d'expérimentation. Nous, on forme de futurs agriculteurs, donc il est bien normal que dans leur parcours de formation, on les laisse s'emparer de ces questions-là. Donc sur la question des PSE, on a travaillé effectivement avec Tram sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine pour essayer d'identifier ce que pourraient être les PSE et ce que pourraient être les co-contractants sur ce type d'initiative. On va y revenir avec des exemples concrets, mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit détour par le bocage, un élément du paysage rural français qui a connu bien des déboires. En Bretagne, il en aurait disparu plus de 220 000 km entre 1964 et 1994. Aujourd'hui, il est déclaré d'intérêt écologique. Le bocage, il est donc l'objet de toutes les attentions et surtout depuis 2008 d'un programme d'aide publique ambitieux qui s'appelle Bresse Bocage. L'Europe subventionne la replantation de ces fameuses haies. Les collectivités participent également en missionnant des techniciens spécialisés. Nous avons du coup suivi Guillaume Mas qui œuvre depuis une dizaine d'années pour le bocage sur le bassin versant de la Rance pour Dinan Agglomération. C'est sur les terres de Lionel, entre Caulnes et Bron, que l'après-midi de Guillaume Mas commence. Les travaux de sol effectués aujourd'hui accueilleront bientôt 2 nouvelles haies sur cette parcelle récemment acquise par l'agriculteur pour le pâturage. Et puis il y a un travail intéressant, je pense, à faire si on reprend ton parcellaire sans en mettre partout bêtement. Les cours d'eau d'abord, protéger. Redélimiter le parcellaire. Entre novembre et mars, c'est la pleine période. Les chantiers de préparation de sol s'enchaînent afin que les plantations se fassent dans les meilleures conditions. Il faudra ensuite procéder à la protection des jeunes arbres contre le gibier et au paillage du sol, mais notre technicien bocager ne se plaint pas d'avoir beaucoup de travail. Aujourd'hui, quasiment 100% de mes projets, de ma campagne de plantation, ce sont des projets qui se sont construits par souhait de l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui est venu et qui m'a contacté en me disant j'aimerais planter, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. On a de moins en moins de mal à obtenir des projets, donc c'est positif et ça montre bien qu'il y a un changement auprès du monde agricole. À Plumogat, au GAEC du Frot, 2,7 km de haies sont en passe d'être plantées. Cela fait plusieurs années maintenant que Guillaume y suit les travaux de réorganisation des parcelles de l'exploitation. À la tête de celle-ci, un jeune agriculteur pragmatique. L'idée est de recréer un maillage bocager donc pour l'ombrage, pour la biodiversité, mais aussi en prévision du climat qui change, pour préserver ce système fourrager. Moi, je suis persuadé que le replanter aujourd'hui est un gros atout pour dans une dizaine d'années faire face à ça, à ces aléas-là. Dans ses futures haies, Jonathan a privilégié la plantation de fruitiers pour étoffer un projet de vente directe à la ferme, mais son ambition est plus globale. C'est un peu dans l'idée demain de créer un écolieu où on retrouve artisans boulangers, on retrouve différents métiers qui nous emmènent vers l'autonomie et surtout qui recréent un lien entre les gens, quoi. Guillaume nous emmène ensuite sur une haie âgée de 7 ans, créée dans un but bien précis. On est sur un territoire à enjeu haut, que ce soit d'un point de vue qualitatif et quantitatif, mais surtout d'un point de vue qualitatif, avec des retenues d'eau à forts enjeux là, en aval, dont celle de Rofemel qui alimente une partie de la ville de Rennes en eau potable, à Guité. Donc du coup, là, les premières années, l'enjeu, c'était vraiment de constituer des aménagements anti-érosifs pour éviter le départ d'intrants de la parcelle vers les fossés cours d'eau Rance, et du coup de constituer des aménagements sur talus, sur relief le plus possible. Avec à son actif une vingtaine de kilomètres de bocage plantés chaque année, Guillaume se projette déjà dans la phase 3 du programme Bresse Bocage qui aura d'autres priorités. Continuer à replanter certes, mais surtout d'accompagner l'agriculteur à savoir ce qu'on fait de ces haies-là, comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on les entretient, comment est-ce qu'on les éduque et qu'est-ce qu'on en fait, comment on les valorise. C'est indispensable
de faire en sorte que l'agriculteur se réapproprie ce patrimoine-là. Et pour ça, il faut être complet et ne pas être là que lors de l'implantation et le laisser tomber ensuite, quoi. Et là, on a un gros travail à faire. Karine Chassé, je crois que vous avez, vous, dans le cadre du Lab PSE, un projet autour de l'arbre avec d'autres confrères agriculteurs et agricultrices. Oui, effectivement, on a sur le territoire du bassin versant quelques paysans avec moi qui réfléchissons sur la façon d'améliorer la qualité de l'eau, de proposer un habitat à la biodiversité, peut-être également s'orienter vers des arbres à vocation fourragère pour éventuellement des changements climatiques qui peuvent s'avérer pénalisants à l'avenir. Et notre idée, en fait, c'est de planter intelligemment de façon à reconstituer un grain bocager qui puisse à l'avenir faciliter le déplacement d'animaux sauvages, parce qu'aujourd'hui l'arbre, on pourrait en faire une saga familiale entre les grands-parents qui ont arraché les haies, les parents qui en ont replanté. Nous aujourd'hui on a des haies qu'on ne sait pas vraiment entretenir, pour lesquelles on n'a pas les outils non plus pour les exploiter, et puis après toute la filière est également à mettre en place pour la valoriser. Donc, ce que disait un peu Guillaume Mas d'ailleurs dans le reportage, ça c'est un des enjeux importants. Je me retrouve complètement dans ces propos. Et donc là, vous avez l'espoir de signer quelque chose peut-être, alors pas demain, mais... Alors demain, nous sommes prêts. Donc là, on est dans une phase d'élaboration du cahier des charges, de considérer l'arbre aussi dans le système de l'exploitation. Pas uniquement planter pour planter et en retirer de l'argent. On veut aussi sortir le modèle agricole de son image de chasseur de primes. Aujourd'hui, on a quand même vocation à nourrir les hommes, mais au-delà de ça, de proposer tout un panel de services environnementaux. On aimerait juste qu'ils soient reconnus et que des entreprises elles-mêmes s'y retrouvent en compensant leur bilan carbone. Et en soutenant justement vos pratiques et vos actions environnementales en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, nos actions sont tout à fait réfléchies de façon philanthropique, mais à terme, ça ne peut pas être durable. Il faut vraiment embarquer le maximum les collectivités, les entreprises, les citoyens, et après, ils en retireront profit par des chemins de randonnée, par de la biodiversité pour les chasseurs, et un air de meilleure qualité. C'est vraiment un... Il faut juste que ce cheminement, en fait, il se fasse auprès de tous ces acteurs, là, en fait. Oui, finalement. Et surtout, c'est surtout un contrat gagnant-gagnant. Ouais. Jean-Marc Esnault, juste un mot, ça a été évoqué très rapidement dans le reportage. Finalement, cette valorisation du bocage, sous quelle forme il peut se faire et quels seront les enjeux et les intérêts ? Alors, on l'a dit, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de patrimoine, parce que le bocage, c'est ce qui permet de distinguer le patrimoine vert de la Bretagne de celui d'autres régions. Ensuite, au travers le bocage, il y a effectivement un point qu'on oublie parfois un petit peu trop, mais on peut quasiment imaginer une filière économique locale. Historiquement, c'est ce qui se faisait avec l'exploitation du bois d'œuvre, qui était utilisé, qui permettait la fabrication, par exemple, de charpentes pour les habitations. Philippe Desnaud, juste un mot, on parlait des contrats. Pour l'instant, il n'y a rien de signé, il n'y a pas eu de contrat encore signé de manière officielle. Rapidement, qu'est-ce qui manque pour passer le cap ? Alors, il y a quelques contrats qui sont en cours de construction. Alors, ce qui manque, peut-être le premier point, c'est de considérer qu'une exploitation peut produire des services et que ces services sont valorisables dans son territoire. Donc ça, c'est pour beaucoup d'agriculteurs, et souvent on reste seulement sur la fonction de production de biens alimentaires. Donc déjà, c'est une première bascule. La deuxième, c'est que
le fait d'améliorer les écosystèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça suppose quand même un changement de système dans l'exploitation. Ça suppose d'adopter des pratiques, de réduire l'utilisation des intrants, d'être beaucoup plus dans l'autonomie, beaucoup plus dans l'utilisation des fonctions naturelles du sol, des animaux. Et donc ça, c'est une prise de risque. Et donc la prise de risque, c'est pas simple. Et puis, le changement de système, c'est aussi des nouvelles compétences. Oui. Et ça, c'est exigeant. Il faut secouer le cerveau. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on est habitué à faire que de changer et d'acquérir des nouvelles compétences. Donc, tout ça, c'est des obstacles au niveau des agriculteurs. Et ça nécessite peut-être quelques accompagnements. Philippe, je vous coupe parce qu'on va regarder un dernier reportage et puis on fera un petit tour de table pour conclure cette émission ensuite. Le dernier reportage qui nous emmène à la rencontre de 3 agriculteurs qui n'ont pas hésité à travailler ensemble pour développer une économie responsable, circulaire, innovante. On parlera là encore de méthanisation. Mais à Pipriac, en plus des producteurs de porc à l'initiative de l'installation, le voisin maraîcher bio en profite aussi. Regardez. Jean-Luc et Tanguy Lévesque sont éleveurs de porcs à Pipriac. Ils sont aussi producteurs d'énergie verte. Ici, vous êtes sur la partie méthanisation de la SEA Arquarien, là où on dégrade la matière organique de notre exploitation, donc le fumier et le lisier, pour en tirer un bénéfice. Et le bénéfice, c'est du méthane pour alimenter un moteur qui entraîne une génératrice pour faire de l'électricité. Cette unité de 250 kW est pensée en 2014. Le Crédit Agricole a accompagné Jean-Luc et Tanguy dans la réalisation de ce projet, tant sur le plan financier que technique. Nous reprenons les hypothèses à partir de la taille de l'élevage, des cultures intermédiaires à vocation énergétique disponibles sur la SAU du porteur de projet, et nous recalculons ensemble les paramètres à la fois techniques et économiques du projet, et l'objectif étant de proposer un second regard sur le scénario de rentabilité du projet. Cela fait maintenant 3 ans que les associés font tourner leur unité de méthanisation 24 heures sur 24. L'occasion pour ces 2 agriculteurs de compléter leurs revenus et de participer à une économie circulaire multiple. On achète moins d'engrais chimiques puisqu'on se sert des digestables pour fertiliser nos cultures, quoi. Et la chaleur de ce groupe électrogène est récupérée pour chauffer des serres maraîchères d'un collègue à nous situé à proximité. Donc rien ne se perd. Rien ne se perd, c'est utiliser l'énergie au maximum. Damien Hervé s'associe au projet de méthanisation dès le départ. À l'époque, c'est une aubaine pour ce maraîcher bio qui cherche justement un moyen éco-responsable de chauffer ses serres. Aujourd'hui, il peut gagner jusqu'à 10 degrés par rapport à l'extérieur sans utiliser de chauffage classique. Je valorise le déchet du déchet. Le déchet qui rentre dans le méthaniseur et moi le déchet que je récupère du moteur. Au niveau éthique, au niveau technique, c'est ce vers quoi il faut tendre. Les 3 agriculteurs sont précurseurs, même si aujourd'hui la méthanisation se développe dans le monde paysan. En 2020, le Crédit Agricole accompagnait une quinzaine de projets du même type. Le renouvellement du métier se fera aussi par des installations comme celle-ci, donc donner de l'attractivité à notre métier passe aussi par des installations un petit peu nouvelles, mais qui seront sûrement d'actualité dans une décennie ou 2. J'apporte une expérience qui est vraiment intéressante pour le développement de l'agriculture de demain. Et je ne dis pas agriculture biologique, c'est vraiment agriculture, parce qu'on ne se rend pas compte du défi technique, économique et voire je dirais même humain d'avoir une agriculture qui nourrit les hommes demain en respectant la planète. Voilà, des projets de méthanisation de plus en plus nombreux mais qui rencontrent parfois quelques objections, Jean-Marc Esnault. Oui, parfois effectivement il y a des craintes, on a eu quelques difficultés sur certains méthaniseurs, finalement assez peu nombreux, et aujourd'hui je crois qu'on peut être rassuré puisqu'il y a eu le lancement d'un label, le label Calimeta, et pour bénéficier des aides à l'installation de méthaniseurs aujourd'hui, il faut pouvoir prétendre à ces normes qui sont des critères qui figurent dans ce label-là. Philippe Desnaux, on s'est interrompu un petit peu tout à l'heure en parlant des PSE et des obstacles qu'ils
rencontre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il faut lever là en priorité? On est dans un cadre un moment de l'urgence climatique. Et on est tous responsables de ce qui est arrivé. Et en même temps, on est tous capables d'agir. Et donc, dans les territoires, cette conscience de la capacité d'agir, il faut qu'elle l'augmente. Il n'y a pas que l'État, ou l'Europe, l'État, avec les politiques publiques, qui peut agir. C'est-à-dire qu'ils ont en responsabilité le bien commun, mais nous, les citoyens, nous, les entreprises, nous, les collectivités, on a dans les mains le levier. Mais cette conscience qu'on peut agir dès aujourd'hui, que dès aujourd'hui, on peut contractualiser avec des agriculteurs, que c'est possible, elle a besoin d'augmenter. Et là, ça renvoie aux logiques de coopération dans les territoires. On est tous trop dans notre précaré, dans nos réseaux spécifiques, dans notre isolement aussi. Et donc, il y a des cloisons à abattre et des a priori aussi sur les gens, sur les uns et les autres. Il faut qu'on dépasse là pour qu'on se dise on a de super défis à relever ensemble. Dans le cadre de circuits courts, on a parlé beaucoup de circuits courts dans cette émission, ça va être un circuit court des services environnementaux sur les territoires ruraux. Voilà, on l'a bien compris, c'est l'affaire de chacun et on espère que parler de ce sujet vous a donné envie et que vous irez chercher un petit peu plus d'informations pour vous investir dans ce type de projet. Juste pour terminer avec vous, Karine Chassé, voilà, le réchauffement climatique, ça concerne beaucoup les jeunes générations. Vous recevez des stagiaires, des apprentis agriculteurs sur votre exploitation. Est-ce que vous avez bon espoir que les choses évoluent finalement plutôt dans le bon sens ? Ah oui, contrairement à ce que disent certains, moi je trouve que c'est une chance d'avoir 20 ans en 2020. Et que, tout est à faire. Que finalement, ce temps de pandémie, ce temps d'introspection, ce temps de définition de nos véritables valeurs fait que y a une multitude de champs du possible qui vont s'ouvrir et que il va être temps d'avancer, d'acter les choses et que tout est possible. En tout cas, merci à tous les deux, merci à tous les trois. On remercie aussi Jean Jouzel dont on peut retrouver l'intégralité de l'entretien sur le site de TVRN et sur celui de The Land. Merci sincèrement pour votre participation et votre éclairage sur ces questions des enjeux environnementaux. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Nouvelle Ère.